Il y a un sujet dont on parle peu et qui explique peut-être, du moins en partie, pourquoi l'intérêt des Français n'est pas à la hauteur des enjeux, c'est le climat, ou plutôt le désastre climatique auquel les pouvoirs publics apportent des réponses timides, voire anti-écologiques. Le jeudi 17 octobre au soir, une quarantaine de départements ont été placés en vigilance orange et même rouge pour risque de crues ou de pluie inondation. La région Auvergne-Rhône-Alpes a été durement touchée. En Ardèche, l'épisode de fortes précipitations de cette dernière semaine est le plus intense jamais enregistré sur 2 jours depuis le début du XXe siècle. Les images de rues inondées, de véhicules submergés et d'animaux emportés par les eaux témoignent du caractère exceptionnel de ces intempéries et de notre retard en matière d'adaptation au changement climatique. On en parle avec Clément Sénéchal, ex-porte-parole de Greenpeace, militant écologiste, expert des enjeux climatiques et auteur d'un livre très critique sur ce qu'il appelle l'écologie du spectacle. Pourquoi l'écologie perd toujours? C'est le titre de ce livre, paru le 11 octobre dernier aux éditions du Seuil. C'est l'entretien d'actu. Bonsoir Clément Sénéchal. Bonsoir Théophile. Alors j'aimerais que l'on évoque les réactions politiques provoquées par les inondations de la semaine passée. Le ministre de la Transition écologique a décrit le 17 octobre en début de soirée une situation inédite par son ampleur avec en Ardèche plus de 60 cm d'eau qui sont tombés en 48 heures. Il a dit que c'était absolument massif. Donc au total, près de 1000 personnes ont dû être évacuées en France, une situation inédite selon Agnès Pannier-Runacher, mais qui risque de devenir ordinaire selon le Premier ministre Michel Barnier, qui était en déplacement au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises. Et il a prévenu, avec le changement climatique, qu'on doit se préparer à faire face à des risques et à des catastrophes dans tous les domaines de plus en plus souvent. Alors Clément, est-ce que l'expression catastrophe naturelle vous semble approprié? Est-ce que ce n'est pas comme si ces événements étaient, on peut dire que c'est pas comme si ces événements étaient fortuits? Est-ce que le terme catastrophe naturelle ne peut pas porter à confusion? Si, c'est une manœuvre dilatoire de la part des pouvoirs publics. En fait, on est face à une catastrophe politique et au prolongement d'un système économique qui s'appelle le capitalisme. Donc ces inondations-là, elles n'ont d'ailleurs pas lieu qu'en France. Je tiens à signaler qu'au Soudan, par exemple, depuis début octobre, on a 240 000 déplacés dans un pays pauvre qui a peu d'infrastructures et qui est peu responsable du réchauffement climatique. Les inondations-là qui s'accentuent, qui s'intensifient, elles sont liées à l'accélération, à la matérialisation du réchauffement climatique, parce que plus les températures augmentent, plus l'atmosphère est chargée de vapeur d'eau, et donc plus les précipitations sont intenses, et elles ont lieu sur des sols qui sont asséchés par ailleurs par le réchauffement climatique, ou des sols qui sont bétonnés, qui sont artificialisés, donc qui ne peuvent pas absorber ce surplus en eau. Et c'est un vrai problème, parce qu'en France, il y a quand même 1,5 million d'habitations qui sont construites dans les zones inondables, donc qui ont eu ces autorisations de la part des pouvoirs publics. Il y a plus de 2,5 millions de personnes qui sont exposées aujourd'hui à ces enjeux, à ces impacts climatiques extrêmement sévères. Et en fait, face à ça, on a des pouvoirs publics qui ne réagissent pas. Le plan d'adaptation national au risque climatique, il a 1 an de retard aujourd'hui. Et on a des assureurs qui ne veulent plus assurer. C'est-à-dire qu'on est dans un monde à plus 1,5 degré, grosso modo. Et déjà, les assureurs ne veulent plus prendre en charge les effets du réchauffement climatique. Donc là, on est sur des trajectoires à plus 5, plus 3, entre plus 3 et plus 5 degrés à la fin du siècle. On voit bien que ça va devenir extrêmement problématique. Mais c'est cette matérialisation-là du réchauffement climatique qui mord brutalement sur la réalité et la réalité quotidienne de millions de gens aujourd'hui. Elle tombe pas du ciel. Ça fait un demi-siècle qu'on est au courant en fait du réchauffement climatique. Le premier sommet de la Terre, il a eu lieu à Stockholm en 1972. La même année, le rapport Meadows a été publié sur les limites environnementales de la croissance. Donc aujourd'hui, on est face à un échec majeur du paradigme néolibéral qui n'arrive pas à prendre en charge la tension, la contradiction écologique, mais aussi un échec de l'écologie dominante qui manifestement n'a pas réussi à sortir de la défaite aujourd'hui. Alors, le gouvernement n'a manifestement pas pu anticiper les conséquences catastrophiques des intempéries qu'on a vues. On ne peut pas dire que celui-ci et ceux d'avant n'étaient pas informés. Ils ont toutes les données. Qu'est-ce qui fait que ils bougent pas assez? Ils sont pas en mesure de bouger assez. Ils ne veulent pas bouger assez dans le paradigme où ils sont. Ils ne peuvent pas bouger assez. Il y a une contradiction entre
les intérêts de la classe sociale qui gouverne. Aujourd'hui, on est dans un système qui concentre beaucoup de pouvoirs économiques, sociaux et politiques dans les mains d'une petite classe sociale qui n'a pas intérêt au renversement des hiérarchies sociales qu'il faudrait opérer pour écologiser la société. Donc l'écologie, elle a des adversaires qui sont extrêmement puissants et extrêmement bien installés aujourd'hui. Mais elle a été aussi codée, en fait, dans les années 70, par les ONG notamment, comme une cause inoffensive. C'est-à-dire que l'écologie est devenue un environnementalisme compassionnel, consensuel, gorgé de bons sentiments, une espèce d'item prédominant dans le marché, dans le business de la bonne conscience. Et donc, elle est devenue une cause qui a été codée comme étant morcelable par les élites, comme étant négociable, comme étant profitable. Et c'est une cause qui s'est tenue en fait très éloignée de la lutte des classes, qui n'a donc aucune prise réelle sur les rouages de la société, qui a prétendu par ailleurs surpasser, donc nier en réalité les clivages politiques. Et donc c'est une cause qui a été privée de tout horizon révolutionnaire. Privée de tout horizon révolutionnaire et peut-être privatisée. Et privatisé en partie. Effectivement, aujourd'hui, c'est l'écologie un vecteur de carrière pour des classes bourgeoises qui n'ont pas le temps, en fait, pour la lutte des classes. Regardons, par exemple, ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron. C'est intéressant. Le projet d'Emmanuel Macron, c'était de favoriser la rentabilité du capital en France pour attirer des investissements étrangers. C'est la seule chose qu'il a réussi. D'ailleurs, on peut lui apporter ce crédit-là. Il était cohérent là-dessus. Mais ça veut dire un projet de classe extrêmement brutal pour les gens modestes et pour les écosystèmes. Ça veut dire étendre la loi du profit, donc un rapport fondé sur l'exploitation, la prédation, la colonisation vis-à-vis des ressources naturelles et des écosystèmes. Ça, tout le monde le savait en fait. Et qui est venu au soutien d'Emmanuel Macron? Toute la ribambelle, toute la clique des notables de l'écologie. Daniel Cohn-Bendit a fait sa campagne. Nicolas Hulot est devenu ministre d'État. Quand il est né, comme marre de se mentir à lui-même, qui était là pour prendre la suite? François de Rugy, un ancien dirigeant écolo, puis Barbara Pompili, elle-même dirigeante écolo. Pascal Canfin, ancien directeur du WWF et ancien dirigeant écolo également, qui a pris la tête de la Macronie au niveau européen. Et donc en fait, on voit que cette écologie officielle, installée, dominante aujourd'hui, elle sert de caution permanente à ses adversaires. Et ça ne vaut pas que pour le champ des politiques, ça vaut aussi pour le champ des ONG, qui prétend comme ça rester apolitique, apartisan. C'est-à-dire que par exemple, quand le gouvernement de Michel Barnier a été nommé gouvernement scélérat et illégitime, le directeur de Greenpeace France était interviewé à la radio et quand on lui demande si l'écologie est forcément de gauche, il dit non, pas du tout. C'est-à-dire, elle est où en fait? Elle est à droite, elle est à l'extrême droite, on ne sait pas trop. Et quand on lui demande s'il va aller rencontrer Agnès Pannier-Runacher, qui redevient ministre de l'écologie, et il dit ah oui, on se fait pas trop d'illusions, mais oui, bien sûr, on va aller la rencontrer, ça fait partie du job. Donc quelle est la nature du job exactement? Rendre fréquentable des gens qui n'ont rien à faire là, cautionner et rendre légitime un pouvoir qui est fondamentalement anti-écologique. Et donc on voit que ce monde-là des professionnels de l'écologie, en fait, il joue un rôle de pacificateur et il permet en fait d'intégrer l'item écologique dans le fonctionnement ordinaire des classes dominantes. Et c'est pour ça que l'écologie perd toujours aujourd'hui. Est-ce que justement les ONG écolos, est-ce que ces organisations ont l'autonomie nécessaire, politique, mais également financière, pour affronter les pouvoirs politiques qui ne prennent pas la mesure des enjeux? Alors c'est une bonne question, évidemment, il y a l'enjeu financier qui est important, il y a des organisations qui comptent sur les partenariats avec des grandes entreprises qui sont très présentes, donc nécessairement elles sont dans une forme relative de conflit d'intérêts, disons. Il y a d'autres ONG qui comptent sur l'argent de grands donateurs, donc de personnes, des bourgeoisies installées, grosso modo. Il y a des ONG qui comptent sur les subventions d'État. Toutes comptent plus ou moins sur la niche fiscale qui permet de défiscaliser les dons aux associations. Comme les médias indépendants aussi, d'ailleurs. Comme les médias indépendants aussi. Mais donc ça crée un jeu de contraintes qui a des effets, en fait, sur leur positionnement, même sur leur vision du monde, sur leur capacité d'action, etc., qui est toujours en fait modéré, pondéré. Il ne faut jamais être trop radical, il ne faut jamais être dans une conflictualité réelle avec les pouvoirs installés. Et il ne faut jamais être dans une lutte des classes authentique parce qu'évidemment, ça ferait fuir les canaux de financement. Et surtout, il ne faut pas prendre parti. Parce que là, si on commence à prendre parti, nécessairement, on fait fuir des capitaux. Justement, le discours que vous tenez aujourd'hui, vous l'avez tenu sur le plateau de C'est Politique, je pense, sur le service public d'audiovisuel. Et en fait, vous avez été encerclé par vos camarades. Enfin, je ne sais pas s'il faut mettre des
guillemets un camarade, mais en tout cas des militants écolos, en tout cas se présentant comme tels. Comment vous analysez ce moment médiatique et politique? Est-ce que ce moment traduit l'impossibilité de porter un discours comme le vôtre aujourd'hui sans se faire beaucoup d'ennemis? Oui, y compris dans sa sociabilité. C'était vraiment paradigmatique. C'est une belle mise en abîme de ce que je décris dans mon livre, en fait. C'était vraiment, il n'y avait que des écologistes de carrière, aucun écologiste de conviction qui était là autour de ce plateau. C'est pas un peu caricatural de séparer écologistes de carrière et de conviction? Non, il n'y a pas d'écologistes de carrière qui ont aussi des convictions? Pas vraiment, moi j'en ai pas rencontré beaucoup en fait. Il y a des gens qui, l'écologie ça a été connu maintenant comme un accélérateur de carrière pour des gens qui défendent des intérêts. Et en tout cas ceux qui étaient autour du plateau appartenaient très clairement à cette catégorie. Donc ils m'avaient mis là, moi je portais un propos sérieux sur la question du mode de production, sur la question du capitalisme, sur la question de la conflictualité politique. Et j'étais effectivement entouré d'un espèce de cordon sanitaire qui était là pour diluer complètement la controverse et pour essayer de me faire passer pour quelqu'un de minoritaire, pour quelqu'un de trop radical, de trop militant, de pas assez sérieux, alors que ça fait quand même 10 ans que je suis dans ce milieu-là, que j'ai rencontré les ministres comme tout le monde, que je sais... porte-parole de Greenpeace, vous sortez du climat de Greenpeace, et je sais très bien que tout ça sert à rien, que c'est du cirque. Mais bon, voilà, ils étaient en territoire conquis, moi j'étais plutôt en territoire adverse. J'ai essayé néanmoins de passer des messages, de polariser un petit peu le débat, mais c'était vraiment caricatural il y a une écologie qui est autorisée, qui est celle qui est dans l'écologie du consensus, des bons sentiments, de la négociation, etc. Puis il y a l'écologie sans concession qui, de fait, devient marginalisée et qui n'est pas autorisée en fait, à s'exprimer de manière sereine dans l'arc républicain, ou en tout cas dans les bornes du spectacle bourgeois, disons. Alors que l'État français a déjà été condamné par 2 fois en justice en 2021 pour carence fautive dans la lutte pour le climat, le gouvernement Attal a, en février 2023 dernier, réduit de 2 milliards d'euros le budget dédié à l'écologie. Cette année, l'heure est globalement aux économies, même si le budget global du ministère de la Transition écologique augmente de 2,8 milliards avec la hausse mécanique du soutien aux renouvelables. Sur les 3 principales enveloppes censées soutenir le verdissement de la France, les baisses de crédit par rapport au budget 2024 atteignent 1,9 milliard d'euros, 500 millions sur le verdissement du parc automobile, 1 milliard sur l'aide à la rénovation énergétique des logements et 400 millions sur les aides aux collectivités locales. Une partie de ce coup de rabot, 1,4 milliard, avait déjà été entériné en février dernier. Comment justifier un tel arbitrage budgétaire dans le contexte du nouveau régime climatique dans lequel la France, on l'a vu, est déjà entrée? Est-ce qu'on peut parler de choix criminels? Oui, ce sont des choix criminels. En fait, ce sont des choix de classe. C'est un budget de classe. C'est un budget qui va taper sur l'éducation, qui va taper sur l'assurance chômage, qui va taper sur la sécurité sociale et qui va donc taper sur l'écologie, sur l'enveloppe destinée à la rénovation thermique. La rénovation thermique, c'est ce qui permet aux classes populaires de sortir de la précarité énergétique et des passoires thermiques, justement. Le fonds vert va aussi être raboté. Le fonds vert, c'est ce qui sert aux collectivités locales aussi à s'adapter aux inondations, au réchauffement climatique, notamment les communes maritimes qui sont menacées par la montée des eaux, etc. Donc c'est un budget qui est à contresens de l'histoire. Il y avait pourtant une manière très simple d'articuler dette écologique et dette économique. C'était de produire un ISF climatique confiscatoire sur les classes les plus riches. Les plus grandes fortunes de France, les 500 fortunes, là, elles sont passées de 600 milliards à 1200 milliards sous le règne d'Emmanuel Macron. Si on taxe à 10% cette augmentation du patrimoine, on trouve très facilement les 60 milliards d'économies qui sont prévues dans le budget. Et donc là, on aurait pu organiser un partage de l'effort convenable, parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, si vous appartenez aux 1% les plus riches, eh bien, votre empreinte carbone moyenne, sur le plan individuel et à raison de votre mode de vie, elle est 13 fois supérieure à celle que présente un citoyen qui appartiendrait aux 50% de la population les plus pauvres. Donc il faut une écologie punitive, mais il faut une écologie punitive avec les riches. C'est tout l'enjeu, il est là. Et donc ça veut dire qu'il faut réarticuler la question écologique avec la lutte des classes. C'est complètement illusoire de penser l'en sortir et de croire que tout d'un coup, le bloc bourgeois, par l'intermédiaire du budget, va commencer à faire de l'écologie. Et je fais un peu d'histoire, mais pendant la crise du Covid-19,
il y a eu un moment intéressant, c'est-à-dire que tous les dogmes néolibéraux ont été un peu suspendus, on était dans une économie administrée, il y a eu une épiphanie idéologique pour l'agenda environnemental, puisqu'on séparait les activités essentielles et les activités non essentielles. Il y avait tout ce débat-là. Et il y avait un débat notamment sur les éco-conditionnalités, qui était justifié par le fait qu'il y avait un rapport de force inédit entre la puissance publique et le secteur privé qui venait pleurnicher au guichet de l'État pour avoir des aides. Bon, et il y avait ce débat sur les éco-conditionnalités, c'est à dire, bon, on va vous aider, l'État, mais on va ancrer des contreparties dans la loi, contraignantes, et notamment pour les entreprises, les multinationales, les grosses entreprises, des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre annuels, par exemple, modulés selon les secteurs, etc. Qui était, moi je portais ce débat pour les ONG. En face, on avait Barbara Pompili, l'écologiste en chef, qui était d'accord avec cette proposition, qui était ravie et très enthousiaste. Et donc il a porté en commission. Et puis 3 jours plus tard, elle a disparu, cet amendement a disparu. Pourquoi ? Parce que Barbara Pompili était devenue ministre de l'écologie. Et donc du jour au lendemain, elle s'est positionnée contre les éco-conditionnalités. Donc on a le bloc bourgeois qui en fait parvient à récupérer ces figures de l'écologie et les utilise pour enterrer les revendications écologiques. Et donc, à la place des éco-conditionnalités, on a eu des mesures du MEDEF qui sont passées, comme la baisse des impôts de production et la suppression de certains d'entre eux, qui grèvent aujourd'hui, évidemment, la partie recette du budget. Donc voilà, et ça a été couvert par tous les discours écologistes de Barbara Pompili et compagnie, qui étaient du pur greenwashing au profit des classes dominantes, évidemment. Alors, vous rappelez que ce sont les classes populaires qui subissent d'une manière extrêmement brutale les impacts de la pollution sonore, chimique ou lumineuse. On sait par exemple qu'elles vivent à proximité des sites industriels ou encore des autoroutes. Bon, ça revient à ne pas séparer lutte des classes et lutte écologique. Et c'est peut-être ce qui explique le désintérêt d'un gouvernement qui s'extrême droitiste pour la question climatique, vu que les impacts ne sont pas les mêmes selon qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la barrière. Oui, en fait, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, qui est que l'écologie dominante s'est construite sur le mépris de classe, en réalité. Aujourd'hui, il y a une écologie punitive qui existe et qui est déjà mise en place par les différents gouvernements de droite ou de gauche social-démocrate, d'ailleurs, ces dernières années. La fiscalité carbone, par exemple, elle pèse 4 fois plus lourd sur les 20% les plus modestes du pays que sur les 20% les plus aisés. Alors que les plus modestes, ce sont ceux qui ont l'empreinte carbone, encore une fois, la plus faible. Mais qu'est-ce qui était au cœur des revendications écologistes toutes ces années-là ? C'était, par exemple, le principe pollueur-payeur. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent, vous avez le droit de polluer. Si vous n'avez pas d'argent, par contre, vous n'avez pas le droit de polluer, et donc vous n'avez pas le droit de vous intégrer matériellement à la société capitaliste. Où il y a eu tout ce registre autour des éco-gestes, là, cette éco-citoyenneté morale. Les éco-gestes, ça répond à un concept qui a été créé en fait par les pétrolières dans les années 2000-2010. Pourquoi ? Pour invisibiliser en fait les structures économiques et sociales et matérielles du désastre climatique. Et donc on a demandé aux gens de faire l'effort au niveau individuel, d'adapter leur mode de vie, d'écologiser leurs pratiques, etc. Sauf que quand vous êtes dans les classes populaires, vous n'avez pas le temps pour ça, vous n'avez pas forcément les ressources pour ça, parce que vous êtes déjà occupé tous les jours à essayer de payer vos factures, à rester dans un logement plus ou moins décent, etc. Ou quand vous faites partie des populations racisées, qu'on vous exclut en fait du territoire symbolique, voire physique de la République, c'est compliqué évidemment d'entendre ces revendications-là, parce que ça crée une forme de violence symbolique en fait sur les classes populaires. Parce que les classes populaires, la sobriété, la seule qu'elles connaissent, elle n'est pas choisie, elle est subie, elle s'appelle la pauvreté. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette écologie, en fait, elle ne trouve pas d'ancrage réel du côté des classes et des populations dominées. Donc l'urgence aujourd'hui, c'est précisément que les écologistes, et en l'occurrence les écologistes installés, se mettent au service des classes populaires, se mettent au service des dominés, au lieu de se mettre au service des dominants comme ils l'ont fait par le passé. Justement, vous évoquez l'écologie punitive qui existe déjà, l'écologie punitive que subissent finalement les classes dominées, et les épisodes climatiques auxquels on assiste là. Est-ce que c'est pas déjà le début, si on peut dire, de l'écologie punitive, puisque selon vos moyens, vous êtes moins susceptible de souffrir des épisodes de déchaînement climatique que d'autres? Évidemment, les inégalités, elles sont structurelles dans la question climatique. C'est-à-dire que moins vous êtes armé en capital, en ressources, etc., pour faire face
aux conséquences du réchauffement climatique, évidemment, plus vous allez morfler, en fait. Donc le projet capitaliste, si on continue de pousser les curseurs dans son sens, ça veut dire que des pans entiers de la population vont être sacrifiés par les conséquences climatiques. Donc c'est ça la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut repartir absolument de la question des inégalités matérielles si on veut avoir un discours écologiste qui soit cohérent. Voilà. Alors dans votre livre « Pourquoi l'écologie perd toujours », paru le 11 octobre dernier aux éditions du Seuil, vous parlez d'écologie du spectacle que vous opposez à l'écologie révolutionnaire. Est-ce que vous pouvez expliciter ces deux concepts? D'abord, l'écologie du spectacle. Oui, l'écologie du spectacle, c'est en fait cette écologie symbolique, cette écologie incantatoire, cette écologie des apparences qui va rester en permanence en surface, cette écologie de la sensibilisation, en fait. Et c'est par exemple quand Greenpeace va sur des sites et qu'elle intervient, en fait, elle met essentiellement des banderoles le temps de la photo, mais elle ne va pas vraiment organiser de blocage ou de blocage pérenne. D'ailleurs, c'est marrant parce que cette semaine, il y a la COP de la biodiversité qui s'ouvre en Colombie, à Cali. Et là, évidemment, qu'est-ce qu'a fait Greenpeace? Elle a déployé une banderole géante sur un immeuble. Et donc, sur la photo, on voit les activistes suréquipés parce qu'il faut montrer qu'il y a une prouesse technique. On a un gigantisme de la banderole parce qu'il faut rester quand même premier sur le concours de banderole. Et dessus, on a des dessins d'animaux colorés, etc., avec un message lénifiant qui est action pour la nature. Et ça a été pensé pour essayer de faire un peu la une des articles de presse, d'illustrer les articles de presse à l'ouverture. Et c'est effectivement dans un article du Monde la première photo sur laquelle j'ai pu tomber. Donc c'est ça, mais c'est aussi le fait de, par exemple, participer au greenwashing des grandes entreprises avec la production de partenariats, de labels, d'engagements volontaires, de certification qui en fait trompe le consommateur in fine et qui ne change rien à la structure du système économique qui produit le ravage écologique, ou c'est le fait de participer à tout ce folklore institutionnel complètement vain composé de Grenelle de l'environnement voulu par Nicolas Sarkozy, où toutes les ONG étaient présentes, ou la Convention citoyenne pour le climat d'Emmanuel Macron, ou autre One Ocean Summit, One Planet Summit, etc. Tout ce blabla là qui sert uniquement à mimer en fait une prise en charge du problème écologique, où c'est la mise en circulation de concepts absolument creux comme le développement durable ou la transition énergétique qui permettent de faire l'économie d'une critique frontale du capitalisme, où c'est le fait, je l'ai dit, d'aller servir de caution ornementale à un gouvernement hostile. Donc en fait, c'est cette écologie qui fabrique un rapport falsifié à la réalité et qui va entraîner une artificialisation des représentations. D'ailleurs, avec une erreur épistémologique de base, qui est de croire que la société est structurée par des représentations, alors que si on fait un peu de sciences sociales, on sait que c'est quand même plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ce sont les relations sociales, les instances de socialisation qui structurent derrière les représentations. En termes marxistes, c'est l'infrastructure qui d'abord influence la superstructure. Donc la sphère de la production qui influence la sphère des représentations, des législations, des institutions, etc. Alors ça, c'est ce que vous dénoncez, l'écologie du spectacle, et vous proposez l'écologie révolutionnaire. J'imagine que cette écologie révolutionnaire permettra de gagner, et de faire gagner cette écologie qui perd toujours dans un contexte de criminalisation grandissante des activistes qui existent aussi. Oui, c'est-à-dire que l'écologie, là, elle doit inverser le mépris de classe, en fait. Il faut le tourner vers les classes dominantes. Il faut produire une écologie du clivage au ras des rapports sociaux. Il y a des pistes intéressantes du côté des soulèvements de la terre notamment, c'est-à-dire de repartir du territoire, de repartir de la lutte contre les projets inutiles qui marquent en fait l'avancée du complexe capitaliste sur le territoire. Ça, c'est intéressant parce que ça crée des espaces de sociabilité, notamment d'entre groupes qui ne sont pas forcément sur une longueur d'onde identique initialement. On peut avoir par exemple, je sais pas, des naturalistes ou des chasseurs qui vont s'allier pour défendre une forêt. Donc ça, c'est intéressant parce que ça crée des sociabilités, ça crée de la dialectique entre les gens, ça crée une compréhension différente du problème. Après, il faut que cette société civile installée, là, elle change de niveau de jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas possible de continuer à être comme ça dans une espèce de somnolence où en fait on sert de zone tampon entre le pouvoir et les revendications de la population. Il faut que cette société civile, elle accepte à un moment donné de prendre parti. C'est-à-dire que ces bourgeoisies sensibilisées, environnementales, elles aillent politiquement jusqu'au bout de
de leur cause, quoi, hein. C'est pas, on peut pas continuer à dire ah bah il y a une urgence climatique et puis non, on prend pas parti, nous, hein, on est au-dessus de ça, etc. Et puis après, il faut organiser la prise en main des pouvoirs législatifs, exécutifs. Donc il faut que ces bases populaires qu'on arriverait à mettre en mouvement sur des ambitions révolutionnaires, ça se traduise nécessairement derrière par une prise du pouvoir politique. Parce que moi, je ne pense pas qu'on puisse se passer d'un moment étatique dans la crise écologique. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir organiser une coercition très forte des secteurs fossiles, du capital fossile, par exemple. Donc il y a la nécessité de créer des temps de les mondes non capitalistes, comme les ZAD, par exemple, mais il faut aussi les politiser et qui contribuent à une forme de continuum ascendant qui permettent, sur des bases populaires, à un moment donné, à un pouvoir institutionnel de s'établir aussi. Merci beaucoup Clément Sénéchal. Je rappelle le titre de vos derniers livres parus aux éditions du Seuil le 11 octobre dernier, Pourquoi l'écologie perd toujours.